Bonjour à tous. On va attendre encore une petite minute, le temps que les dernières personnes se connectent, parce qu'il n'est pas encore 10h15. Bon, pour les présents, on va peut-être faire un tour de table. Tu commences? Nicolas? Ouais. Ah bah allez, vas-y. Allez, j'y vais. Wilfried de Conti, du coup, responsable RSE de la société B-Site. Et donc, Nicolas, je t'en prie. Donc Nicolas Pont, directeur éco-conception et recyclage de Veolia France. Et Axel. Voilà, donc Axel Denis, je suis analyste RSE également chez B-Site. Voilà. Donc on sera les trois intervenants, en tout cas Nicolas et moi serons intervenants et Axel gérera toute la partie questions, pourra répondre à vos questions dans la rubrique dédiée sur la droite de votre écran. Donc faites attention, il y a juste une différence entre le chat et les rubriques des questions. Faut bien choisir questions parce que les gens peuvent voter ensuite. Ça classe ensuite si vous êtes plusieurs à avoir la même question. Comme ça, elles seront sélectionnées en fin de webinaire. Voilà. Je vois qu'il est déjà 10h15. Donc je vous propose qu'on démarre. Et puis on accueillera les retardataires en cours de route. Donc comme je vous disais, il y aura une phase de questions-réponses entre 5 et 10 minutes en fin de webinaire. On répondra à la question suivante dans ce webinaire: comment intégrer l'éco-conception dans son entreprise lorsque l'on n'est pas fabricant? Alors une question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi cette collaboration entre B-Site et Veolia? Alors l'éco-conception nous intéresse particulièrement parce que nous sommes distributeurs d'objets publicitaires. Je vais vous donner un exemple. Pendant le Tour de France, sur les routes de France, du coup, 18 millions d'objets publicitaires sont distribués. Et donc, selon nous, il est plus que nécessaire de s'intéresser à leur fin de vie pour éviter que tout ça finisse soit en fumée, soit enfoui. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Veolia, pour avoir cette expertise qui nous manquait, pour comprendre comment intégrer, nous, dans notre business, l'éco-conception, sachant qu'on est distributeur et pas fabricant. Voilà, Nicolas, si tu veux bien prendre la suite et te présenter. Ok, donc effectivement, je vais vous présenter Veolia pour ceux qui ne nous connaissent pas. Veolia est une vieille société qui existe depuis 1870 et qui travaille dans de nombreux domaines de l'environnement. Et l'objectif de Veolia actuellement, c'est de pouvoir aider des industriels ou des metteurs sur le marché à comprendre l'écosystème dans lequel tout ça se place à travers nos compétences dans le recyclage, la recyclabilité, notre capacité à être opérateur de centres de tri, nos connaissances des bioplastiques, du recyclage chimique, de la réglementation, de l'écosystème des éco-organismes, etc. Et donc, pour ce qui est de l'activité recyclage, qui n'est pas la seule évidemment chez Veolia, voilà, pour vous donner une ordre d'idée, je vous ai mis quelques photos des matières que l'on sait recycler. C'est un petit échantillon parce qu'il y en a beaucoup plus. Les biodéchets, les ferrailles, les métaux, les différents types de bois, le plâtre, les plastiques, les papiers cartons, le verre, les biodéchets, les coproduits. Tout ça, ce sont des choses qu'on valorise au quotidien. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, Veolia, en tout cas en France, recycle environ 3 millions de tonnes, toutes matières confondues. Évidemment, les principales matériaux sont les papiers cartons, les plastiques, le bois, les ferrailles et métaux, et maintenant beaucoup les biodéchets. Et on est aussi producteur de CSR, donc les combustibles de substitution, qui sont en fait des matières qui sont non valorisables de façon matière et que l'on transforme pour pouvoir produire de l'énergie dans des unités dédiées. Donc, Veolia a une forte assise en France puisqu'on a beaucoup de sites et environ 98 centres de tri à l'heure actuelle, dont la moitié sont des centres de tri de déchets industriels et l'autre moitié des centres de tri de collecte sélective, donc la fameuse poubelle jaune, les centres de tri qui sont capables de la trier. On a aussi beaucoup de centres de traitement biologique, donc des unités de déconditionnement de biodéchets, donc qui nous servent à séparer la partie organique des parties emballage, des plateformes de compostage et des usines de méthanisation et des unités de tri mécanobiologique, ce qu'on appelle aussi TMB. Et en France, depuis 5 ans, 4 usines de recyclage plastique
qui sont des usines qui ont été achetées par le groupe et qui produisent des matières régénérées, 100% recyclées, beaucoup à base de chute de production, mais aussi, pour certaines, des plastiques issus de la collecte sélective, notamment des PE et des PP. Alors, au niveau mondial, évidemment, pour ce qui concerne le recyclage des plastiques, le groupe Veolia a beaucoup investi ces dernières années. Actuellement, nous possédons 27 usines dans le monde qui recyclent environ 500 000 tonnes de plastique par an. L'objectif affiché du groupe est donc de passer à 1 million de tonnes en 2025. Et voilà, donc ça passe aussi par des achats de plastique, d'usines en externe. Et voilà, ça se poursuit, ce développement se poursuit et on y place beaucoup d'espoir. Merci Nicolas. Je vais en profiter pour faire aussi une petite introduction sur l'activité de B-Site pour que vous ayez tout le contexte nécessaire pour bien comprendre la collaboration. Donc moi, comme je vous disais au début, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je suis le responsable RSE de la société B-Site et aussi le cofondateur. On est une jeune agence de communication par l'objet. Et avant de vous dire ce qu'on fait concrètement, je vais vous dire pourquoi. Alors là, vous voyez une photo avec des objets pas très esthétiques barrés. Pourquoi j'ai mis cette photo? C'est pour vous expliquer quelle est la mission, entre guillemets, de notre entreprise. On cherche à lutter contre ce qu'on appelle chez B-Site l'obligatoire inutile. Vous avez sûrement déjà reçu un objet comme ça, un stylo logoté de mauvaise qualité qui écrit plus au bout d'une semaine. En fait, quand on regarde l'histoire du goodies, cette surconsommation d'objets bas de gamme a commencé finalement dans les années 80. Lorsque les États-Unis ont découvert qu'ils pouvaient acheter toujours plus pour toujours moins cher, notamment grâce à la montée des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc ça se traduit derrière par une quantité astronomique d'objets de mauvaise qualité qui sont distribués sur des salons, sur des événements internes, etc. Et surtout à une pollution intense. Donc je le disais en introduction, mais je le répète ici pour ceux qui n'étaient pas là, 18 millions d'objets distribués sur les routes du Tour, très souvent de très très mauvaise qualité, parce que quand c'est en très grande quantité, souvent ce qu'on cherche c'est le prix, et forcément on va chercher des objets plutôt bas de gamme. Et la plupart de ces objets finissent même sur les routes en fait du Tour de France, malheureusement, donc les routes de notre beau pays. Voilà, donc c'est contre ça qu'on essaye de lutter. Alors ce que j'ai noté, il y a quelques éléments. Hein. Ce qui caractérise vraiment notre marché, c'est les nouveautés toutes les semaines, des matériaux qui changent tout le temps, parce qu'il y a des arguments marketing. Il y a une vraie importance de la perception du consommateur. Donc on va vous mettre des croisements de matière avec de la paille, du plastique, etc. On y reviendra un peu plus tard. C'est vraiment aujourd'hui un marché qui a une culture de négoce, donc d'achat-revente d'objets, je le disais, avec la volonté de tirer les prix vers le bas, qui est du coup très sujet au greenwashing. Et je pense que j'ai bien dépeint le tableau de ce marché pour l'instant. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser de côté, au contraire, il faut agir, et c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise. Alors, comment on fait ça? On a mis en place deux choses. Je vais commencer par la deuxième. On forme des conseillers, et non pas des commerciaux, dédiés, donc qui seront dédiés à un client, pour offrir du coup derrière un service qui sera personnalisé en fonction de l'entreprise. Donc ces personnes-là, les conseillers qu'on forme, sont formés à la communication par l'objet. Donc, on essaye d'éviter justement les tendances et les dérives des marchés de négoce, d'achat-revente pur, où on va chercher à faire de la marge, tout simplement. Et la deuxième chose, qui fait beaucoup plus l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé, nous, à l'époque, la garantie d'un produit BUD. BUD, ça veut dire beau, utile et durable. Et c'est une charte et un référentiel de qualité qui a pour objectif d'éco-concevoir tous les objets qu'on sélectionne. Alors, il faut bien comprendre que c'est, entre guillemets, le cœur aujourd'hui de notre activité. Et voilà comment fonctionne cet indicateur. Donc, il s'agit d'un indicateur environnemental qui, du coup, est constitué de deux choses. D'une part, l'impact environnemental. D'autre part, des critères qualitatifs. Comment est constitué l'impact environnemental? Aujourd'hui, on réalise des bilans carbone avec la méthodologie bilan carbone, couplé à du coup des études de recyclabilité qu'on fait avec Veolia et une durée d'utilisation. On prend l'empreinte carbone, on prend la durée d'utilisation, on calcule une intensité carbone, parce que comparer une gourde avec un stylo, c'est pas juste. La gourde est forcément plus intense en carbone qu'un tout petit stylo, c'est pas la même masse. Donc on rapporte ça à l'année d'utilisation, ce qui nous donne une intensité carbone, auquel on ajoute un bonus ou malus selon si l'objet est recyclable ou non. On obtient donc un score sur 100, et après, on utilise nos critères qualitatifs, comme la qualité, le niveau de gamme, est-ce que l'objet a un usage, est-ce qu'il est polyvalent, est-ce qu'il est réparable, est-ce qu'il est résistant, etc. On calcule
grâce à tous ces paramètres, un score sur 100 qui, selon nous, doit représenter le caractère éco-conçu de l'objet. Voilà. Et donc, ça m'amène à vous parler du contexte concret de la collaboration. Notre objectif, c'était donc de créer cet éco-indicateur avec des partenaires solides sur le sujet, donc Veolia en l'occurrence sur la recyclabilité, je ne vous ai pas parlé, mais je le mentionne rapidement, Sustainable Metrics pour les bilans carbone. Et évidemment, pourquoi en fait on se questionne autant sur la recyclabilité, pourquoi on met des bonus? Eh ben, on va y répondre tout de suite. Moi, je vais vous donner une réponse simple, tout simplement pour éviter la linéarité de l'économie, voilà, pour pouvoir utiliser des matières qui seront réutilisables, recyclables en fin de vie et donc réutilisables dans un nouveau cycle. Mais je pense que Nicolas, tu seras plus à même de bien expliquer pourquoi on doit autant s'intéresser au recyclage aujourd'hui. Oui, tout à fait, Wilfried. C'est clair que la recyclabilité est un paramètre qu'il faut absolument prendre en compte à l'heure actuelle, parce qu'on a une situation dans le métier du recyclage qui est assez compliquée depuis 2-3 ans. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et ça réside pour une large part sur notre capacité à pouvoir recycler. Et pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, on avait beaucoup de solutions de recyclage qui se trouvaient en Asie. Alors, tout ça de façon très légale. On remplissait des conteneurs maritimes avec des matières qui étaient un peu compliquées à recycler, qui n'avaient pas de solution opérationnelle en France ou en Europe, et qui en avaient en Chine notamment. Le fait est que la Chine a fermé ses portes au 1er janvier 2018 à toutes les matières à recycler. Voilà, considérant que maintenant la Chine n'avait plus ces besoins énormes qu'ils ont eu pendant 20 ans pour construire son économie et qu'ils étaient une grande puissance économique, ne voulaient plus être la poubelle du monde, entre guillemets. Et donc, comme on peut le voir, tous les pays qui avaient pris l'habitude d'exporter un certain nombre de matières à recycler en Chine, voilà, se sont retrouvés du coup avec beaucoup de matières sur les bras. Et la France, comme l'Europe, mais aussi les États-Unis ou l'Australie ou le Japon, etc. Voilà, on a beaucoup de matériaux, du coup, qui n'ont plus de solution de recyclage. Parce que durant cette période d'export, de grande exportation, l'industrie de recyclage, pour certains matériaux en tout cas, ne s'est pas vraiment développée. Et on se retrouve maintenant dans une situation où on a concrètement 50% de solutions de recyclage, notamment pour les plastiques, en moins que ce qu'on pouvait avoir avant 2018. Parallèlement à ça, on a un autre phénomène, c'est que les capacités d'enfouissement et d'incinération, notamment en France, se réduisent. Voilà, on peut trouver que c'est une bonne chose. En tout cas, ça a pour effet de faire exploser les coûts d'enfouissement et de traitement par mise en décharge ou incinération. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on est passé d'un prix moyen d'enfouissement en 2005 à 50 € la tonne. Et on le prévoit autour des 250 en 2025. Donc, une grosse augmentation et donc des capacités moindres. Et parallèlement à ça, des capacités de recyclage qui sont évidemment aussi amoindries. Et le troisième phénomène, c'est ce besoin de recyclabilité qui est exprimé par beaucoup d'organismes actuellement, alors que ce soit les ONG, que ce soit les particuliers, les consommateurs, les instances gouvernementales. On n'a jamais été aussi sollicité pour recycler. Et comme je vous le disais, on a de moins en moins de solutions et on a évidemment des capacités de traitement pour des déchets recyclables qui s'amenuisent. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette enquête d'opinion qui est symbolisée sur ce slide, le côté recyclable du produit ou de l'emballage est vraiment la préoccupation première des consommateurs à l'heure actuelle. C'est une étude qui a 2 mois et qui montre vraiment que voilà, la recyclabilité est une préoccupation et la biodégradabilité arrive en 2e, donc ce qui est assez nouveau. Et en 3e, évidemment, ça aussi c'est assez nouveau parce que ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, la réutilisation de ces fameux produits ou emballages qui devient maintenant aussi assez importante aux yeux du consommateur. Donc tout ça pour vous dire que notre collaboration avec B-Side a du sens, puisque pour une fois, un metteur sur le marché se préoccupe de la fin de vie de son produit. Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais voilà, on parle d'éco-conception depuis 10-15 ans. Enfin, moi, j'en entends parler, j'ai eu beaucoup de présentations sur ce sujet-là, beaucoup de colloques. Bon, je peux vous dire, en étant recycleur depuis 20 ans, c'est qu'il ne s'est rien passé, en fait. Et que tout ça, voilà, est resté
des vœux pieux. Et il y a beaucoup d'aspects en fait qui expliquent le fait qu'on n'est pas passé à l'étape opérationnelle de cette éco-conception, ces aspects de tri, ces aspects recyclabilité. Il y a les aspects évidemment aussi recyclabilité assez facile en Asie qui ne permettaient pas à certains industriels de mettre un peu d'argent dans ce sujet de l'éco-conception. Dans tous les cas, nous, maintenant, on est dans une situation où il est important et évident pour nous de penser à la fin de vie avant de mettre sur le marché un produit. Et pour ça, il faut prendre plusieurs paramètres. Évidemment, le côté recyclable de la matière qui va être utilisée, mais aussi sa triabilité. Et souvent, la triabilité, c'est-à-dire le passage du produit ou de l'emballage dans un centre de tri, a été assez oublié dans tous ces concepts d'éco-conception, et c'est bien malheureux. Parce que nous, en tant que trieurs, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a beau parler d'éco-conception ou de recyclabilité, on a des taux de refus dans nos centres de tri qui n'arrêtent pas d'augmenter. Pour votre info, on est à peu près à 30-35% de refus, c'est-à-dire de déchets qui vont être mal vus, pas vus, ou en tout cas pas recyclés ou pas triés, en voyant des charges. Après passage en centre de tri, à l'heure actuelle, 35% des déchets qui rentrent vont être mis en décharge ou en incinération. Donc c'est un vrai souci. Et c'est d'autant plus important qu'on se doit tous d'augmenter ce taux de recyclabilité pour éviter justement de remplir ces fameuses décharges qui de toute façon sont amenées à fermer et ces incinérateurs qui sont tous saturés à l'heure actuelle. Et pour ça, il faut éviter les fausses bonnes solutions, parce qu'il y en a beaucoup actuellement qui arrivent sur le marché. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans les médias, sur Internet, des choses qui paraissent écologiquement acceptables, mais qui pour nous, recycleurs, sont des catastrophes. Et pour ça, et pour avoir cette information réelle de ce qu'on peut faire sur le marché et ce qui n'est pas possible encore de faire, il faut pouvoir en parler avec des professionnels, tout simplement, quoi. Parce que la recyclabilité, ce n'est pas une notion facile. Tout ça, c'est technique, c'est un métier. Et il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui savent, des gens dont c'est le métier, comme dans beaucoup de domaines. Et donc, se faire accompagner sur, en tout cas, cette partie recyclabilité, ou ce qu'on appelle, nous, la recyclo-conception, c'est vraiment important si vous êtes producteur ou metteur sur le marché pour ne pas prendre de mauvais chemins ou des chemins qui paraîtraient évidents écologiquement pour quelqu'un qui n'est pas du métier, mais qui, des fois, est souvent, ce qu'on voit la plupart du temps, pire que le mal. Donc, je donne la main. Ouais, je rebondis du coup. Merci Nicolas pour ces précisions. Je rebondis sur ce que tu disais sur le fait la chose la plus importante, c'est que ce soit fait en amont de cycle. C'est ce qu'on dit toujours dans l'éco-conception. D'ailleurs, c'est éco-conception. La conception se fait du coup en amont du cycle de vie d'un produit. Et ce qui est hyper complexe, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire, c'est lorsque l'on n'est pas fabricant, ou en tout cas lorsqu'on n'est pas à l'origine des cahiers des charges, en fait, comment on fait? Parce que concrètement, nous, on a des fournisseurs, ils nous disent achetez ça, mais à quel moment on peut avoir une influence? Voilà, donc c'est la question à laquelle on voulait répondre, parce que comme tu le dis, c'est crucial que ce soit fait en amont, sinon ça peut pas avoir d'impact. Alors, si tu veux bien, on va répondre à cette question. C'est parti. Je vais aller un peu vite, pardon. Alors, il y a la première chose à savoir. La première chose à savoir selon nous, et la chose la plus importante, c'est de bien comprendre et connaître la chaîne de valeur de son marché. Alors, ce que je vous présente là, c'est un graphe qui a été fait par la Fédération française des professionnels de la communication par l'objet, petite chose que vous voyez en bas à gauche, de FPCO. Ils ont donc mappé tous les acteurs de ce marché. Donc, vous pouvez voir, en gros, ça part des fabricants et ça descend vers les annonceurs, les personnes qui achètent. Vous pouvez voir les différents types d'acteurs, les grands pays producteurs. Alors, sur notre marché, ce qu'ils appellent les grands pays producteurs, c'est souvent l'Asie ou les pays de la Méditerranée. Des personnes qui peuvent fabriquer soit en Europe ou en France directement. Ensuite, des importateurs qui font les intermédiaires. Distributeurs, donc c'est notre rôle, c'est pour ça que c'est encadré. Parfois, des agences de communication et des annonceurs. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a identifié les acteurs, on va comprendre leur rôle. Qui fait quoi? Bon, c'est ce qu'on fait là à droite. Les grands pays producteurs sont la plupart du temps force de proposition. C'est eux qui vont nous pousser des nouvelles choses, des nouvelles matières, des nouveaux produits, des nouvelles formes, etc. Parfois, les importateurs aussi peuvent être à l'origine des cahiers des charges. Quand ils ont des bureaux de design, ça peut arriver, donc c'est important de le savoir.
parce que j'y reviendrai juste après. Ou alors, la plupart du temps aussi, ils achètent sur étagère. Et ensuite, arrive la strate des distributeurs, des agences de communication, des marqueurs, qui, eux, pour le coup, achètent sur étagère. Donc, ils ont des catalogues et ils choisissent. Voilà. Donc, lorsqu'on a une démarche d'éco-conception, déjà, on peut choisir les produits qui sont les plus éco-conçus, mais en soi, on ne peut pas avoir d'influence sur l'amont de la chaîne. Donc, comment on fait pour avoir une influence sur l'amont de la chaîne? On trouve des champions, ce que nous, on a appelé des champions. Donc, c'est quoi un champion? Je vous ai dit, certains importateurs ou fabricants, parfois, sont à l'origine des cahiers des charges. Donc, il faut trouver ces gens-là. Il faut trouver les champions, ceux qui sont vraiment ceux qui vont être suivis, et ensuite identifier les suiveurs. Il faut se dire qu'en gros, il faut aller convaincre le champion de suivre votre vision, et on vous expliquera comment on a fait dans la slide suivante, pour qu'ensuite les suiveurs suivent votre champion, et votre champion vous suit vous. Voilà, donc c'est vraiment poule renard vipère. C'est une chaîne, une relation vraiment causale qui va se suivre. Et donc, comment on fait pour convaincre un champion? Nous, on a identifié 3 principes d'action qu'on applique depuis qu'on a créé cette entreprise. Donc, pour info, je ne l'ai pas dit, mais B-Side, c'est juin 2018 la création de la société sur l'agence de communication par l'objet. C'est relativement récent, mais depuis ce temps-là, on a formalisé cette notion de bud et on essaye de le rabâcher au marché pour essayer de faire finalement adhérer les gens. Alors, j'anticipe un petit peu. La première étape étant donc de faire comprendre. Alors, c'est quoi faire comprendre? L'idée, c'est que très souvent, les fournisseurs vont nous fournir une information, X ou Y. Donc, Nicolas, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, il y a souvent des fausses bonnes idées et qui, pour un néophyte, une personne qui ne connaît pas forcément l'éco-conception, peuvent être des bonnes solutions. Donc, je le rappelle, très souvent, chez ces fournisseurs-là, ce sont des services marketing qui sont à l'origine des produits. Et donc, ils vont aller se baser sur la perception des consommateurs. Et la perception du consommateur n'est pas forcément écologique. Donc, vous allez prendre un bioplastique. On va vous dire, c'est fantastique, le bioplastique, c'est génial. Sauf que potentiellement, ce bioplastique ne va pas être recyclable. Potentiellement, ce bioplastique pose plein d'autres problèmes. Mais peu importe, c'est le service marketing qui est choisi. Donc, ce qu'il faut quand même dire, il ne faut pas non plus jeter la pierre, la plupart du temps, les fournisseurs pensent bien faire. Et c'est bien là la complexité. Donc, pourquoi faire comprendre? Plus on sait, mieux on fait. Il faut se faire accompagner par des experts. Et le mieux, c'est donc de s'adresser à des experts métiers. Parce que, petite parenthèse sur la recyclabilité, quand on dit un produit est recyclable, la matière peut être recyclable. Un thermoplastique, ça peut être recyclable. On le fond, et on broie, et ça peut faire des petites pellettes qui peuvent être réutilisées. Maintenant, il faut qu'il soit d'abord collectable, il faut qu'il soit triable, il faut qu'il soit enfin qu'il y ait une filière, parce qu'il peut être recyclable, mais il peut ne pas y avoir de filière. Donc, est-ce que, Nicolas, tu peux peut-être nous donner un exemple par rapport à ce concept de faire comprendre et de ce paradoxe que je viens d'expliquer? Oui, effectivement, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que entre le sentiment du consommateur d'avoir dans les mains un produit recyclable ou écologiquement acceptable et la réalité de ce que l'on sait faire dans le marché du recyclage ou du tri, il y a vraiment des fois un gros gap. Et on est souvent confronté à ces nouveaux emballages avec des nouveaux matériaux, souvent exotiques, qui viennent de l'autre bout du monde, qui n'ont pas de solution concrètement en Europe, quoi. Et on a souvent ce sujet sur des emballages ou des produits faits avec des bioplastiques qui sont potentiellement compostables, en tout cas vendus comme tels. Et en tant que composteur, comme les Veolia, je peux vous dire que la plupart du temps, 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les conditions de compostabilité qui sont derrière ce produit n'existent pas. Il n'y a pas de site, il n'y a pas d'usine. Donc, ce produit, il ira en décharge comme les autres, quoi. Par contre, il est marketé, il a une image qui lui donne un avantage par rapport à comment il était produit il y a quelques années. Mais concrètement, le résultat sera le même. Et donc, voilà, il faut trouver ensemble, entre le producteur, le metteur sur le marché et le recycleur, un point d'équilibre, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir amener un peu d'informations sur ces filières, ce qui existe, ce qui n'existe pas, pour prendre la moins mauvaise des solutions lorsqu'on met sur le marché un produit. Et donc, ça participe à faire adhérer, parce que lorsqu'on explique, les gens comprennent. Exactement. Et du coup, c'est effectivement le point suivant. Lorsqu'on a réussi à faire comprendre, ça peut déjà être c'est la première étape. Maintenant, ça peut ne pas être suffisant pour faire passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant que les personnes finalement croient ce qu'on leur dit. Alors,
comment nous, on a décidé de faire et comment on a mis en application ce concept. Pour embarquer nos fournisseurs, on a décidé justement de leur donner de la perspective. Je vous parlais de la vision, le BUD, on l'a mis dès le début, on l'a rabâché. Ça sert à ça, en fait, finalement. Chez nous, ça sert à leur faire adhérer à cette vision. Il faut aussi être très pédagogue, et c'est pour ça que justement l'importance d'une relation comme on peut avoir justement avec Nicolas là prend tout son sens. Réaliser finalement ensuite des formats qui sont pédagogiques. Donc nous on a décidé de faire des explications au travers de fiches recyclabilité. Donc on prend un produit, on explique dans les commentaires est-ce que c'est recyclable ou non, est-ce qu'il y a des points d'amélioration, des points de surveillance, de manière à pouvoir transmettre ensuite cette information aux fournisseurs pour qu'ils puissent se dire ah ouais, mais ça, je l'avais pas vu comme ça. Et maintenant qu'on me le dit, en fait, j'ai envie de changer, quoi. Je comprends, j'adhère à cette idée, je comprends. Et encore une fois, la légitimité ici de Veolia sur son expertise est tellement importante. Alors, peut-être que, pareil, Nicolas, si tu peux rebondir sur tout ça, les fiches recyclabilité, cette notion d'adhérer. On a aussi cette notion de, il faut pas quand même oublier que celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Et nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart du temps, les acheteurs n'utilisent pas cette force d'achat financière pour un minimum imposer ou orienter en fait la production de ce qui va être acheté en prenant en compte la fin de vie. Et ce qui est bien dommage, parce que quand on est acheteur, on a quand même le droit au chapitre. On peut quand même donner quelques critères au moment de ses achats à son fournisseur pour le faire évoluer, parce que souvent, il n'y a pas pensé, on lui en a jamais demandé, il pensait bien faire, voilà. Et donc, il faut pouvoir s'intégrer aussi dans la façon dont va être produit le produit, pour pouvoir justement inciter en fait à une meilleure fin de vie de ce produit qui va être mis sur le marché. Et ça, les achats, au niveau des achats, c'est le seul moyen d'action que l'on peut avoir. Nous, en tant que Veolia, on peut donner des consignes, des conseils, etc. Mais c'est pas nous qui allons pousser le producteur à améliorer la qualité de son produit. C'est forcément l'acheteur qui, lui, peut avoir cette relation. Et lorsqu'on achète un produit, on n'achète pas un prix, forcément. On achète aussi une valeur environnementale. Et c'est par là que passera une bonne éco-conception, une bonne recycle-conception. C'est en prenant en compte cet aspect environnemental au moment de l'achat. Exactement. Et du coup, je me permets de rebondir là sur le dernier point. Comment on fait concrètement après il faut bien que les gens se mettent à agir, comme tu viens de le dire. Donc, on a un pouvoir effectivement en tant qu'acheteur, parce qu'on achète des volumes à des fournisseurs. Et ce que nous, on a décidé de faire, comme tu le sais, c'est de rédiger cette fameuse charte, la charte BUD, la proposer à la signature concrète, demande un engagement des fournisseurs. Et aussi, on leur met à disposition, alors c'est en cours pour l'instant, mais on va leur mettre à disposition le référentiel de calcul pour qu'ils puissent en amont utiliser nos outils pour estimer à l'avance un bilan carbone, pour estimer à l'avance la recyclabilité, etc. De manière à, en fait, justement, enfin faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire en amont du cycle, se poser la question sur la fin de vie. Et en fait, sur tout le cycle de vie en réalité. Donc, si on peut peut-être rendre tout ça concret au travers d'exemples, je pense que c'est peut-être le bon moment qu'on vous présente comment on a fait ça avec deux exemples concrets. Le premier exemple, c'est un tote bag. Vous savez, ces sacs qui sont, maintenant, il y en a partout, donc je ne sais même pas si j'ai encore besoin de le présenter, mais c'est sacs réutilisables. Celui-là est fait en polyester et en coton. C'est deux matières recyclées, fabriquées en France, à Charlieu. Il est issu d'une technologie qui s'appelle donc le tissage jacquard, fabriqué dans une usine avec un mix énergétique très peu carboné, parce que ces gens-là achètent du renouvelable hydraulique juste à côté de chez eux. Ce que vous voyez là, c'est donc ce fameux bilan carbone avec la méthodologie ACV. Donc, ce qu'on observe, c'est que très clairement, une très grande partie du bilan carbone de l'objet se retrouve dans la phase amont. D'où l'importance pour nous de quand même considérer la fin de vie des produits sous forme de bonus-malus, parce qu'on va le voir juste après. Là, on a 472 grammes de CO2. Mais ensuite, la recyclabilité est importante. Sur ce produit-là en particulier, Nicolas, tu sauras mieux en parler que moi, on avait une recyclabilité, une collectabilité et du coup une triabilité. Voilà. Alors, en fait, on fonctionne avec B-Site à travers des propositions
d'objets qui sont ensuite évalués par nos services pour donner un avis sur sa fin de vie. Et ça fait l'objet d'une fiche, comme vous pouvez le voir là, qui est un exemple sur ce tote bag. Mais l'idée derrière, c'est d'aller un peu plus loin que le simple évaluation. Est-ce que c'est recyclable ou pas? C'est aussi de voir dans quelle mesure il sera trié, comment est-ce qu'il va être recyclé et aussi comment est-ce qu'il peut être collecté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un objet il a beau être recyclable, s'il n'a pas de solution de collecte, eh ben, il va être mis dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc, on n'aura pas gagné la guerre. Donc là, c'est l'objet particulièrement, on peut prendre comme exemple pour dire que voilà, tout est ouvert. Il y a une filière de collecte, une filière de tri, une filière d'effilochage qui permettra d'en refaire du chiffon. Et donc, il est 100% pour nous vertueux et apte à être recyclé. Parfait. Et du coup, ces deux informations-là se traduisent ensuite dans ce fameux score BUD, l'équivalent d'éco-score BUD, même si l'éco-score, c'est un terme qui concerne une autre industrie. Donc, on voit ici que l'intensité carbone est quand même assez importante parce qu'on est sur du coton, on est sur du textile, des matières qui, comme vous l'avez vu en amont, sont assez intenses en carbone. Néanmoins, la durée d'utilisation vient un petit peu compenser tout ça. Donc, notre score d'intensité carbone qui se retrouve ici, le taux de recyclabilité qui là du coup est complet. Donc les bonus qualitatifs, comme on vous disait, la résistance, etc., qu'on évalue nous en interne, et un score, voilà, quasiment 95 sur 100. Donc c'est un très beau produit éco-conçu made in France avec de très belles valeurs derrière. Et on va prendre du coup un autre exemple qui est du coup une fausse bonne idée, si tu veux bien, celui qui a fait se tirer les cheveux à pas mal de personnes dans mon entourage et pas mal de fournisseurs du coup, ce fameux stylo en liège avec du plastique chargé en fibre de paille. Donc là, vous voyez ici un produit beaucoup plus léger. Hein. Sur le tote bag, pour rappel, on était à 100 grammes, là on est à 8 grammes. En termes d'intensité carbone, on est à 34 grammes de CO2 par unité, donc là beaucoup plus faible, plus de 10 fois moins. Encore une fois, une forte représentativité des intrants en fait, dans l'analyse du cycle de vie et dans le bilan carbone. Et donc, grande question que je pose à Nicolas quand on venait de se rencontrer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au passage, parce que je voulais un avis sur ces plastiques en fibre de paille. Et j'ai demandé à Fédérec à l'origine, qui m'a redirigé vers Nicolas. Et suite à une première analyse, je te laisse me dire ce que vous avez observé. Oui, alors ça, c'est l'objet typique qui intuitivement paraît très écologique parce qu'il y a du liège, donc c'est super. Forcément, le liège, apparemment, c'est super. Et le plastique est chargé en fibre de paille. Alors là, en l'occurrence, c'était 30%, mais ça pourrait être plus ou moins. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, c'est typiquement l'objet, c'est un complexe. Il y a une matière végétale et une matière plastique collée. Donc déjà, c'est pas l'idéal pour pouvoir imaginer une solution de recyclage. Et en plus, l'aspect fibre de paille à l'intérieur de ce plastique, il faut savoir qu'actuellement, c'est plus un problème pour nous en tant que recycleur de plastique. On sait très bien recycler le PP. Le PP est généralement chargé avec des charges minérales. Et là, d'y mettre des charges organiques, ça peut avoir un intérêt au niveau du bilan CO2, mais par contre, au niveau recyclage, c'est une catastrophe. Ça va brûler dans notre extrudeuse, ça va nous donner des granulés de mauvaise qualité. C'est pas possible, quoi. On peut pas recycler ce type de produit en mélange avec des PP traditionnels, en tout cas. Le jour où on n'aura que des PP chargés 30% fibre de paille ou de lin sur le marché, ok, on pourrait imaginer pouvoir les recycler. Mais à l'heure actuelle, non, ce n'est pas possible. C'est 0,001% des PP qui sont comme ça. Et en fait, lorsqu'ils se retrouvent dans nos usines, c'est une problématique. Ça nous pose des problèmes. C'est un perturbateur de recyclage. Donc voilà comment un produit qui peut être intuitivement vendu comme étant durable peut être un problème, en fait, concrètement, sur le terrain. Et c'était la grande surprise, justement, de Wilfried lorsque je lui ai annoncé ça. Mais à un moment, il faut dire les choses comme elles le sont. Désolé, c'est la technologie qui a ses limites. Exactement. Exactement. Et donc, pour info, voilà ce qu'on peut observer sur ce type d'objet. Alors, pour l'instant, un score d'intensité carbone plutôt bon, parce qu'on est sur un stylo. On considère une durée de vie qui nous est donnée par le BIC sur une durée de
d'écriture. Donc cet objet-là se qualifie pas trop mal, donc un score intensité carbone qui est plutôt bon. Par contre, taux de recyclabilité qui est nul et un score du coup sur les facteurs qualitatifs dont je vous parlais avant, qui sont liés à globalement tous à la durée de vie de l'objet, qui est assez négatif, ce qui nous fait tomber en score C, voilà, sur cet objet. Donc voilà à quoi sert aussi ce score BUD qu'on a créé. Il nous sert à rendre compte un petit peu plus de la réalité de l'éco-conception, même si pour l'instant on ne prend en compte sur les ACV que le bilan carbone. L'idée, bien sûr, à terme étant de conserver cette approche ACV et de passer petit à petit à d'autres critères, hein, l'eutrophisation de l'eau, la biodiversité, etc. En tout cas, le fruit de notre collaboration, c'est ça. C'est essayer de rendre compte le mieux possible de la réalité de l'éco-conception d'un objet en prenant en compte plusieurs facteurs comme le bilan carbone, la recyclabilité, des critères qualitatifs, etc. Alors, on va peut-être terminer, Wilfried, parce que là, on a un petit peu dépassé, mais je voulais juste voilà, vous parler un peu de Veolia et de son dispositif de conseil en éco-conception. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, vous aurez cette présentation qui vous sera envoyée, mais vous aurez les coordonnées de Wilfried et de moi-même dessus. Mais il faut savoir qu'on est capable de vous aider. On a plusieurs systèmes qui permettent d'aller dans plus de recyclabilité. On est capable de faire des tests de tri, de recyclage. On a des centres de recherche, on a des pilotes, labos industriels. On est capable de faire des workshops, comme on le fait avec pas mal de marques actuellement. On utilise aussi un système de hotline pour avoir des avis ou des sollicitations avec des réponses assez rapides. C'est ce qu'on fait avec Wilfried, justement. Et on est capable aussi, évidemment, d'intervenir in situ pour former éventuellement vos marketeurs, les QHSE, tous les gens qui gravitent autour de ce sujet de l'éco-conception. Donc, voilà. Parfait. Alors, c'est peut-être le moment où Axel va nous permettre de... enfin, va rentrer en scène et va nous dire, du coup, quelles sont les questions auxquelles on va devoir répondre. Alors, vous pouvez voter, je le reprécise, pour les questions sur lesquelles vous voulez qu'on réponde en premier, sachant qu'on a une dizaine de minutes devant nous. Oui, déjà, merci à vous et merci à tous ceux qui posent des questions parce que vous êtes nombreux. Donc, on va peut-être aller très précis mais assez rapide sur les réponses. Alors déjà, j'ai plusieurs questions sur le score, donc le score que tu as présenté, Wilfried. Et donc, le fait que faire un bilan carbone d'un produit peut être assez complexe, les facteurs d'émission de l'ADEME ne sont parfois pas assez précis. Et donc, sur quoi vous basez pour effectuer ce score ? Très bonne question. Effectivement, on a aujourd'hui, alors déjà, non seulement les facteurs d'émission ne sont pas forcément précis, mais en plus, il y en a plein qui manquent. C'est d'ailleurs toute la complexité. Il y a la méthodologie proposée par l'ADEME du bilan produit qui elle-même se base sur la base impact. Donc, nous, aujourd'hui, pour information, on utilise les facteurs d'émission de la base carbone de l'ADEME, la base impact de l'ADEME. On a une approche matière-procédé. Donc l'idée, c'est sur les phases amont, en tout cas sur les intrants, prendre le poids des matières, les procédés de transformation qui ont été utilisés, et ensuite essayer de cumuler ces informations-là pour obtenir un facteur d'émission sur la matière et la façon dont elle a été mise en forme. Alors effectivement, parfois il manque des facteurs d'émission, et c'est la raison pour laquelle on travaille avec Sustainable Metrics, qui du coup nous construit au fil de l'eau et des demandes, lorsqu'il nous manque un facteur d'émission, Sustainable Metrics va venir calculer ce facteur d'émission de manière à rajouter de la donnée dans notre outil pour que lorsqu'on le rencontre une nouvelle fois, on puisse déjà faire le calcul. Ouais, il y a eu aussi deux questions sur le choix donc de l'impact carbone et le fait que donc si on pouvait prendre aussi d'autres indicateurs, tu en as parlé un peu à la fin sur l'eutrophisation de l'eau. Et donc on a une question aussi, est-ce qu'on est prêt à partager notre méthodologie? Très bonne question. Alors je prends le début. Effectivement, le rêve serait de faire. Alors pour ceux qui connaissent la méthodologie du coup utilisée pour l'éco-score dans le domaine de l'alimentation, se base sur une base de données qui s'appelle Agribalise. Alors Agribalise, c'est au risque de dire quelque chose d'imparfait, je vais essayer de rester en surface, mais des ACV réalisés sur des typologies d'aliments. On va prendre par exemple l'abricot sec moyen. Et ensuite, l'éco-score vient rajouter des facteurs qualitatifs pour dire que l'abricot sec moyen c'est tant, d'accord, mais ensuite il vient de tel endroit, et de tel endroit, tel endroit. Leurs ACV dans Agribalise, elles prennent en compte tout un tas de facteurs. J'ai un souvenir entre 10 et 12, mais
peur de dire une bêtise, donc en tout cas beaucoup plus que nous. Donc bien entendu, le rêve dans notre, pour la suite de cet indicateur, c'est de prendre le maximum d'indicateurs, de critères en compte. Les critères principaux pour nous, et notamment parce qu'on vend aussi du textile, sont évidemment l'eutrophisation de l'eau, qu'on retrouvera potentiellement lorsqu'on parlera des bioplastiques. Et la biodiversité, l'impact sur la biodiversité. Pour l'instant, c'est le critère qu'on n'a pas pu prendre en compte, déjà parce qu'on manque cruellement de données sur la partie bilan carbone et qu'on est obligé de tout construire en fait. Donc, avec grand plaisir, si vous avez la capacité de nous accompagner et de nous apporter de la donnée par rapport à ça, on pourra avancer plus vite. Et donc, est-ce qu'on partage le référentiel? Alors, pour l'instant, il est en cours de formalisation et de finalisation. On est en phase test, on est en phase alpha. Donc, alpha suivra bêta et enfin suivra l'officialisation de ce référentiel. Il sera disponible en fin d'année 2021 en phase officielle et terminée. Et dans l'attente, on a 3 mois de phase alpha. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. On a des accords de confidentialité pour construire ensemble ce référentiel et on est en plein dans cette phase-là. Donc, avec grand plaisir. Ouais. Alors, on a une question qui a été beaucoup remontée, une question de Thibaut Auvergne, peut-être plus pour Nicolas. Est-ce qu'il existe un mapping de la recyclabilité en fonction des pays, parce qu'évidemment, donc une bonne décision en France ne sera pas forcément en Allemagne ou en Grèce, par exemple. Très juste. Un mapping, on a les connaissances évidemment de la recyclabilité dans les pays européens notamment, à travers notre connaissance Veolia, parce qu'on est présent dans tous ces pays. Effectivement, il y a des petites variations entre pays. Notamment sur les emballages et sur les standards de tri, notamment, qui sont donnés par les éco-organismes de chaque pays. Et ça, évidemment, il faut en tenir compte. Évidemment, nous, là, on a un sujet franco-français, mais moi, je suis souvent confronté à des marques qui sont plutôt européennes, voire mondiales, et qui doivent justement encore plus chercher de la recyclabilité, mais qui sera valable dans tous les pays, et pas forcément qu'en France. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire, clairement, pour avoir un emballage ou un produit qui pourra se recycler partout. Ça devient assez compliqué, et donc ça demande de travailler d'autant plus sur ces aspects fin de vie, bien en amont. Mais alors, en termes de mapping, c'est pas écrit, quoi. C'est la question. Ouais. Il n'y a pas de référentiel, non. Question plus pratique pour les consommateurs en termes de difficulté, impossibilité à recycler certains types de plastique. Pour le consommateur, justement, où trouver l'information de ce qui est recyclable ou non? Est-ce que les cartons papier relèvent aussi de ces problématiques de difficulté à recycler? Les cartons papier, rarement, parce que là, on sait que ça peut se recycler facilement partout dans le monde. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt sur les plastiques que la question peut se poser, parce qu'évidemment, on ne sait pas recycler tous les plastiques. Alors, il y a 2 sortes de segments pour nous. Il y a les plastiques d'origine ménagère et les plastiques d'origine industrielle. On sait faire beaucoup plus de recyclage pour ce qui est des chutes de production des industriels, où là, on recycle à peu près tout, parce que ce sont des chutes, parce qu'elles sont propres, parce qu'elles ne sont pas souillées, parce que voilà. Pour ce qui est des plastiques post-consommation, donc issus de la poubelle jaune ou après consommation, ils sont souvent souillés et donc souvent plus compliqués à recycler. En tout cas, il y a moins d'usines capables de le faire. Donc, il n'y a pas vraiment il y a quelques résines qu'on sait très bien, que l'on connaît, c'est le PE, le PP et le PET. Sorti de là, voilà, on n'a pas vraiment de solution post-consommation, alors qu'on en aurait d'un point de vue industriel. Donc ça, encore une fois, c'est les sachants qui peuvent vous aider à ça, à connaître ces différents plastiques et savoir ceux qu'il vaut mieux utiliser, dans quelle application et à quel endroit géographique en Europe. Wilfried, il y a une question dont je sais que tu vas pouvoir répondre, de Sandrine Hubert, qui dit que donc, la recyclabilité est très importante, pas forcément la meilleure solution. Est-ce que vous penchez donc sur l'étude du réemploi, de la réutilisation ou de la réparation? Exactement. Alors, très bonne question. En effet, on a en fait la recyclabilité doit être comprise comme quelque chose qui du coup sera la dernière option pour l'objet. Mais il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que si on met quelque chose sur le marché qui n'est pas recyclable, on attribue vraiment un malus parce qu'on ne veut pas que ça continue. Maintenant, dans un premier temps, et effectivement ça fait partie de la charte qu'on a définie, on accompagne les clients sur des filières de réemploi
qui peuvent être très différentes et qui dépendent bien entendu de la typologie d'objets qu'ils ont achetés. Et on est en cours et actuellement à l'étude sur beaucoup de solutions d'upcycling. Évidemment, le but étant de compléter un catalogue d'avoir le maximum possible de solutions d'upcycling avant de considérer le recyclage. Donc effectivement. Ce aussi, c'est qu'un objet qui soit réemployable ou réutilisable, il aura forcément une fin de vie aussi. Exactement. Très bien. J'ai deux questions qui se regroupent un petit peu. Est-ce que donc B-Site, à la suite de ce score, ne commercialise que des produits qui seraient donc score A ou score B? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attribuer aussi une mauvaise note à un produit, donc freiner son développement parce qu'en aval, le tri et le recyclage ne sont pas prêts? Voilà. Alors, donc le problème de ne pas développer ensuite le produit pour plus tard. C'est alors deux bonnes questions du coup. Donc la première question, je réponds parce que ça peut aller vite. Effectivement, on souhaite avoir un score minimum. Il est encore difficile pour nous de le définir, sachant qu'on n'a pas suffisamment. Enfin, le référentiel vient de sortir, donc on attend nos 9 mois d'expérimentation, phase alpha, phase bêta, pour se positionner sur le score minimum. Évidemment, envisager à chaud de vendre des objets D et E semble un peu incohérent. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'à C ou est-ce qu'on ira jusqu'à C? Voilà, en tout cas, c'est en expérimentation, on le saura à la fin d'année, donc je ne peux pas encore vous répondre malheureusement, mais en tout cas, c'est un sujet dans les tuyaux. Et l'autre question que j'ai vue et à laquelle je voulais répondre, donc merci de la pointer, il y a effectivement ce sujet un peu de cannibalisation sur l'idée de bloquer le développement d'un objet parce que pour l'instant, la filière n'existe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la solution... parce que la recyclabilité est prise quand même à deux endroits dans notre indicateur, dans le bilan carbone méthodologie ACV, donc on considère la fin de vie, et également du coup en bonus-malus. Donc elle peut effectivement perdre des points, ce matériau, par contre, potentiellement les gagner aussi sur la phase intrant du bilan carbone. Donc si la solution, quelque part, semble suffisamment vertueuse pour le climat, même si pour l'instant elle ne l'est pas, en fait, il faut prendre en compte les deux, il faut prendre en compte maintenant et demain. Et c'est là que c'est compliqué. Pour l'instant, la recyclabilité et le bonus-malus qu'on accorde prend en compte la situation actuelle. La méthodologie bilan carbone ACV cherche à rendre compte autant que possible du potentiel aussi du matériau. Donc, on sait que c'est sur ce point-là, c'est complexe, mais voilà comment aujourd'hui on a décidé de se positionner. Je ne sais pas si on peut encore répondre à ça. On a encore 5 minutes d'après l'organisation, donc vu qu'il y a beaucoup de questions, peut-être que effectivement. Ouais. Je vois que Nicolas t'a répondu déjà sur les causes du refus de tri directement dans la partie question. Donc on peut peut-être en parler avec plus de minutes. Oui, effectivement, les refus de tri augmentent parce que justement, on utilise des matières qui ne sont pas captables, visibles dans nos centres de tri, ou souvent qui sont complexées, c'est-à-dire qu'elles sont contre-collées. On mélange un métal avec du plastique ou du papier-carton avec un ou deux ou trois sortes de plastique différentes. Donc en fait, nos machines, elles folayent un peu, quoi. Elles ne savent pas quoi reconnaître. Et donc, une fois sur deux, ces emballages sont envoyés dans la mauvaise filière. En tout cas, elles sont captées avant d'être envoyées dans la mauvaise filière, c'est notre boulot de trieur, mais elles vont être extraites pour être mises en refus. Et tout ça participe au fait que, encore plus en ce moment, on est dans une phase d'extension des consignes de tri au plastique. Donc, on peut mettre aussi les pots et barquettes dans la poubelle jaune, dans au moins la moitié des cas en France. On se retrouve avec beaucoup d'emballages, du coup, qu'on ne voyait pas avant et qui sont mal conçus, qui n'ont pas été faits pour être triés et donc recyclés, quoi. Et c'est là où il faut agir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ah, Axel a disparu. Ah, mince. On peut peut-être poursuivre du coup avec. J'ai vu pas mal de questions, effectivement. Je vois Thibaut, merci. On n'a pas suffisamment écouté Hervé, effectivement, qui a rempli un certain nombre de questions.
Alors effectivement, oui, je vois, attention, le bilan produit n'est pas un outil d'ACV, c'est un outil de sensibilisation. En effet, j'ai peut-être mal communiqué, donc merci de repréciser le périmètre de cet outil. Hop. Ah, Hervé ne nous a pas assez écouté, pardon. Ok, je n'avais pas compris. Oui, alors du coup, je vais reprendre rapidement. On parle de bilan carbone sur le produit, ce qui peut perturber les notions de compréhension de l'éco-conception et des ACV. Je ne sais pas si je comprends parfaitement le point. Par contre, je vais revenir très rapidement sur comment on fait. Notre score sur 100 qui qualifie l'impact environnemental va se baser sur effectivement un bilan carbone aujourd'hui, rapporter une durée de vie pour calculer l'intensité carbone. Ce qu'on veut à terme, c'est rajouter d'autres facteurs, comme dans la base Agribalise, qui proviendront donc d'autres critères sur l'eutrophisation de l'eau, etc., selon les matières utilisées. Pondérer tout ça pour continuer à garder ce système sur 100 points. Voilà. Et sur à quel moment nous on considère que c'est de l'éco-conception, c'est plus sur la démarche générale en fait, le proposer ce référentiel et ces outils de calcul à des fournisseurs pour que lors de l'émission des cahiers des charges vers leurs fournisseurs, ils puissent déjà quantifier, si vous voulez, l'impact environnemental et le caractère éco-conçu, même si pour l'instant, évidemment, c'est assez limité, mais le caractère éco-conçu des objets qu'ils vont mettre sur le marché. Voilà, donc c'est pour redire en une petite minute la démarche globale. Je ne sais pas si j'ai répondu forcément aux questions. Ouais, je vais juste revenir sur une autre question. Je suis revenu, hein. Qui a été aussi assez demandée là. C'est en termes de ressources humaines et financières que nécessite toute cette démarche d'éco-conception. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je ne vois pas la question. C'est une question de Mickey Mlu qui demande donc est-ce que vous pouviez nous dire voilà, sur les ressources humaines et financières? Très bien, je suis dessus. Nicolas, tu allais prendre la parole, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, juste pour dire que voilà, ça fait appel à des ressources et du temps passé pour faire cette mini-enquête de recyclabilité, notamment de mon côté. Mais j'imagine que pour toi, avec les ACV, c'est pareil, tu sollicites des professionnels qui vont passer du temps et donc voilà, ça a un coût. Ça a un coût Précisément. Alors, pour info, les premiers devis qu'on avait reçus pour réaliser nos ACV, c'était aux alentours de 10 000 € par produit. Sachant qu'on avait une approche monocritère aussi sur ces devis. On a réussi du coup avec Sustainable Metrics à avoir une approche un peu plus pragmatique, notamment grâce à cette fameuse méthodologie bilan carbone. Et effectivement, c'est un coût énorme, surtout pour une entreprise comme la nôtre. On est une boîte en démarrage, on a 2 ans, bientôt 3. L'idée aussi étant de trouver des partenariats le plus possible avec des personnes qui souhaitent nous accompagner. Alors, je sais que Nicolas, tu avais fait un effort aussi pour pouvoir te rapprocher d'une startup. Ça faisait partie de la démarche de Veolia de pouvoir accompagner des jeunes boîtes comme la nôtre. Donc, ça a effectivement un coût énorme. D'ailleurs, Axel est là à plein temps chez nous pour ça. Donc, on est une boîte aujourd'hui, on est 6 plein temps et 3 personnes à mi-temps. Et sur les 6 plein temps, vous avez Axel qui est analyste RSE, qui passe une grosse partie de son temps, ainsi que évidemment une bonne partie de à peu près 50% de mon temps sur cette partie. Donc effectivement, d'un point de vue ressources humaines et financières, c'est énorme. C'est pourquoi on pense qu'il faut quand même, au bout d'un moment, lorsqu'on partagera le référentiel, trouver un certain business model, au moins même pas forcément pour gagner de l'argent, mais au moins pour financer le fait de pouvoir avancer et améliorer le référentiel. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Trop court, malheureusement, Stéphanie. Oui. On aurait bien aimé que ce soit plus long. Mais il en faut pour... Ouais, bon, si on peut encore répondre à ces questions, il y en a eu beaucoup. Donc, je vous remercie pour ça. Là, je vois une question sur les tests de qualité sur la résistance pour le textile. Est-ce qu'elles sont faites par des laboratoires? Oui, alors j'ai voulu répondre rapidement. Effectivement, pour l'instant, non. Pour la même. D'ailleurs, je crois que c'est vous aussi qui avez posé la question sur les ressources. Pour les raisons de ressources, pour l'instant, non. Mais on a commencé à regarder quelques référentiels à droite à gauche, et il y a certaines entreprises qui font ça en laboratoire justement. Donc, ça nous intéresse évidemment. À 100%, si on pouvait le faire avec un référentiel. En fait, si on pouvait normer et créer un référentiel à chaque petit détail que je viens de citer dans tout ce qui était qualitatif, on serait les rois du monde. Ce serait vraiment un indicateur hyper jusqu'au boutiste. Pour l'instant, on n'en a pas encore les ressources, mais c'est l'objectif à terme. Très bien.
Je vois une question sur, tiens, pour Nicolas, comment agissez-vous pour fournir les informations sur les modalités de tri aux utilisateurs finaux de vos objets? Une question auquel on peut répondre à deux, à laquelle on peut répondre à deux, je pense. Les utilisateurs finaux, d'accord. C'est complexe. Oui, c'est complexe. On est plutôt dans la dynamique de donner ces informations aux metteurs sur le marché ou aux producteurs. Et c'est pas de notre ressort de donner ça aux utilisateurs. Alors, il y a des systèmes qui commencent à exister via l'EcoScore, justement, Yuka notamment, avec qui on travaille, nous, Veolia, pour donner ces informations en direct avec le consommateur. Mais jusqu'ici, voilà, enfin, c'était pas. Il y a évidemment des éco-organismes qui se chargent de la collectivité locale. Ouais. Ouais, complètement. Et du coup, nous, pour le consommateur, on essaye de faire transiter l'information au travers de nos clients, tout simplement, en fait, en transmettant les fiches recyclabilité et des conseils de communication lors de la distribution. Parce qu'en fait, un point qui est hyper important, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'un objet est mis sur le marché parce que le service marketing considère qu'une matière A ou une matière B est perçue comme écologique et qu'on écrit bio-based plastique sur le corps du stylo, par exemple, en fait, on se retrouve avec des consommateurs qui, lorsqu'ils reçoivent un objet qui peut être véritablement éco-conçu sur des critères objectifs, en fait, va se dire mais c'est quoi ce truc, je comprends pas. Moi, j'ai reçu une gourde en bambou hier, c'était beaucoup plus écologique que ce truc-là. En fait, malheureusement non, et d'où l'importance d'un affichage environnemental et qui du coup pour l'instant en est qu'à ses débuts, mais un affichage environnemental qui prend en compte ces éléments. Donc cette question est au cœur du sujet, même si aujourd'hui j'ai une réponse que partielle à apporter, malheureusement. Est-ce qu'on a une dernière question? Parce qu'on va être coupé normalement automatiquement. Ouais. C'est le problème. Voilà, je passe en revue rapidement. Si on a une dernière question auquel on n'aurait pas pu répondre, comment ça s'est dit. Alors, oui, Sandrine, est-ce que la recyclabilité est toujours meilleure en impact carbone que dans une ressource neuve? Donc, je vais rajouter vierge, pour le coup, on a le papier qui est un bon exemple. Est-ce que la CE le démontre? Est-ce qu'on a des études sur cela? J'ai pas là tout de suite l'étude, mais effectivement, on a des... donc ça, c'est avec Sustainable Metrics qu'on voit ça. On a des cas, notamment sur le papier et le carton, où les ressources issues de filières du recyclage sont potentiellement plus intenses en carbone. Bon, là, on est monocritère. Hein. Je parle bien du carbone. Et c'est là où, justement, le monocritère a ses limites. Parce que je pense que sur d'autres critères, sur tout ce qui est eutrophisation de l'eau notamment, c'est quand même beaucoup mieux de faire du recyclage. Donc, pour l'instant, de ce que j'avais entendu de nos consultants chez Sustainable Metrics, c'est principalement du fait que les usines, et alors là, peut-être que Nicolas, tu peux nous éclairer, les usines de recyclage ne sont pas situées en France et donc sont sur des mix énergétiques beaucoup plus carbonés. Est-ce que les usines de recyclage de papier sont situées, est-ce qu'il y en a en France, Nicolas? Oui, il y a des papiers en France, alors évidemment de moins en moins, malheureusement, comme beaucoup d'industries en France, mais il en reste encore 80 papeteries en France. Donc, ouais, quand même. Quoi recycler. Alors évidemment, on a plus de papier maintenant, papier carton collecté en France, que la capacité qu'on a à les recycler en France. Donc on est obligé d'exporter. Ok. En effet. Très bien. Ouais. Voilà. Du coup, Sandrine, oui, j'ai une étude ici. Enfin, vous pouvez me contacter. Je retrouverai, je remonterai le fil jusqu'à Sustainable qui me trouvera l'étude qui montre la différence parce qu'on a ça dans nos supports. On parle souvent du papier et du carton, donc je pourrais mieux vous répondre. Ah, il y avait une question. Je suis désolé, je vais devoir conclure. Ah ouais, il reste 30 secondes. Comment identifier les champions? Juste, j'en profite. Comment identifier les champions par mail? Je vous réponds par mail. Je te laisse conclure, Axel, parce que malheureusement, je ne peux pas en 30 secondes. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos réactions, pour toutes vos questions. Merci Wilfried, merci Nicolas pour cette présentation. Et donc, oui, vous aurez un petit mail pour revoir de toute façon ce webinaire. Et puis, pour répondre aux questions, vous pouvez donc nous joindre. Puis, sinon, on vous le fera. Wilfried t'a dit que tu répondrais à la dernière question. Exactement, exactement.
Merci à tous pour votre participation et pour toutes ces questions. Merci Axel également pour l'animation de la partie questions-réponses qui était très dynamique. Et merci à Nicolas pour ce partenariat et cette intervention. Merci, bonne journée. Bonne journée.